comment ça va ce matin? Bon, comme un lundi. Aïe, si mal que ça? Ouais. Ah. Bon, pourtant il faut qu'on démarre là parce qu'il faut qu'on fasse un point planning de la semaine. Ouais, semaine chargée je crois. Ouais, ça commence très vite là. Ce matin à 10h, on a une réunion CTG à la communauté de communes de Bidule. Puis après, on a un copil SDSF cet après-midi à la CAF. Ok. Voilà, et puis ce soir, c'est une grosse journée. Ce soir, on a un copil PEDT à la mairie de Truc. Oula, mais c'est loin ça, non? C'est là-bas. Ouais, ça t'embête pas d'y aller parce que moi demain j'ai une réunion super tôt là, dans les hauts cantons là, pour une association qui se demande pourquoi elle n'a pas eu de FDVA cette année. Ouais, ben je vais y aller, d'autant que le mois dernier j'ai été au Cotec, alors autant que j'aille au Copil ce mois-ci. Alors mercredi, il faut qu'on aille contrôler un centre de loisirs, parce qu'apparemment il y a un animateur qui hurle sur les enfants. Bon, mais il y a surtout une animatrice voilée. Bon, c'est un problème ça, l'animatrice voilée? Ben, je crois pas, c'est une association, elle n'est pas fonctionnaire, elle n'a pas de devoir de neutralité, mais le président pense qu'il y a un devoir de neutralité. Ok, bon ben on va y aller hein. Voilà, et alors on va y aller, mais d'autant que c'est un peu chaud parce qu'en fait le préfet veut qu'elle soit virée, sinon il dissout l'assaut. Ah ouais, sympa le contrôle. Ok. Voilà. Donc ça va être un peu chaud. Jeudi, alors encore un contrôle, service civique cette fois, dans une association qui en fait ferait travailler ses volontaires. Ouais, bon, comme d'habitude quoi. Voilà. Sinon, vendredi, on fait un petit peu d'éducation populaire ou... Non. Non. Le matin, on présente le plan de contrôle des centres de loisirs pour cet été au préfet. D'ailleurs, il faut que je le finisse rapidement. Et puis, l'après-midi, on doit faire un point avec la CAF sur le versement de la PS Jeune. Ok, on en profitera pour faire un petit rappel réglementaire aux collègues de la CAF sur les accueils collectifs de mineurs. Voilà, puis vendredi soir, on dort. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, je m'appelle Landry. Et je suis Adélie. Alors donc vous vous demandez peut-être ce qu'on fait comme métier pour avoir des semaines de cet ordre-là, faites de réunions partenariales interminables, faites de dispositifs aussi de l'incompréhensible, faites d'injonctions relativement autoritaires. Eh bien, nous sommes des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse. Qu'est-ce donc que cela? Alors, un conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, ça travaille dans une petite administration qui s'appelle Jeunesse et Sport, qui existe depuis 80 ans à peu près et qui se promène de ministère en ministère parce que ne sait pas trop encore où poser ses valises. Et un CEPJ, donc un conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, ça a 4 missions principales sur le papier. La première, c'est la formation. Et moi, j'avoue que quand j'ai lu ça, ça m'a plutôt intéressée parce que c'est ma formation initiale de faire de l'ingénierie de formation. Donc, je me suis dit, ça me correspond, je vais pouvoir aller former différents publics, etc. Ça va être chouette. Puis la deuxième mission, c'est de l'accompagnement et du conseil. Alors auprès des collectivités, des associations ou d'autres porteurs de projets, notamment pour la mise en place d'un certain nombre de politiques publiques ou de projets spécifiques à chacune des associations. Et puis la troisième mission, c'est l'expertise. Alors le CEPJ, il est censé être expert au moins dans 3 domaines. Le domaine de la vie associative, le domaine des politiques d'engagement et de jeunesse et les politiques éducatives. Donc les autres institutions ou les acteurs de terrain viennent le chercher pour solliciter son expertise. Et puis le quatrième volet des missions, c'est une mission de recherche. Alors moi je trouve ça plutôt chouette d'avoir un métier dans lequel on a du temps pour faire de la recherche et continuer à expérimenter des choses. Bon, on a peu de temps en fait. Donc ça a l'air super, CEPJ. Ça a l'air super, puis en plus on travaille dans le service public, parce que c'est une administration. Jeunesse et sport, donc on se dit, on va travailler dans le service public de l'éducation populaire. On va se mettre au service du public. Alors moi en plus, ça faisait 5 ans que je travaillais dans l'entreprise marchande, à être au service des poches d'un actionnaire. Ça me changeait un peu de me dire, tiens, je vais me mettre au service du public. Et puis ça a l'air sympa l'éducation populaire. Il y a une définition qui circule dans les réseaux de l'éducation populaire. Ce serait l'éducation du peuple, par le peuple, pour le peuple. Bon, je ne comprends pas encore grand-chose à ça, mais ça a l'air plutôt sympa. Et puis donc, on devient fonctionnaire aussi. Oui, c'est vrai que moi, ça me rassurait un peu de rentrer dans la fonction publique parce que j'avais eu des contrats plutôt précaires parce que je travaillais dans l'animation précédemment. Et donc là, j'allais enfin pouvoir me poser dans un métier sans réfléchir à de quoi serait fait le lendemain. Et puis aussi, j'allais me mettre au service d'une démocratie à laquelle je croyais encore à cette époque-là. Et alors, pour devenir fonctionnaire, il faut passer un concours.
Et alors, nous, c'est le hasard, on ne se connaissait pas à l'époque, on a le concours la même année, donc il y a 11 ans, et puis quand on a le concours, on se retrouve affecté en service, donc soit dans l'administration centrale, soit dans les services de l'État dans les territoires. Et donc, alors moi, je me retrouve affecté en direction jeunesse, sport et cohésion sociale, sur un pôle formation et certification. Donc ça a l'air plutôt chouette, parce que du coup, je vais faire de la formation. L'une de nos missions annoncées quand on passe le concours. Et puis dès le deuxième jour, ma chef de pôle me reçoit. Et alors je lui demande comment ça se passe pour les formations. On va former les acteurs et les actrices de l'éducation populaire, les animateurs, les animatrices, les coordinateurs et coordinatrices dans les structures, les associations. Ah oui, mais en fait, non, monsieur Raffin. Non, en fait, nous, on ne forme plus dans les services, ça c'est fini. Les formations jeunesse et sport, aujourd'hui, ce sont des organismes privés qui les dispensent, la plupart du temps des associations. Nous, ce qu'on fait avec ces organismes, c'est que d'abord, on les habilite. Donc, on leur délivre une habilitation administrative pour les autoriser à dispenser ces formations. Ensuite, on les contrôle. Ben oui, parce qu'on va contrôler qu'elles font bien leur travail de formation. Et puis enfin, on va les auditer. On les audite lors des jurys où elles viennent présenter les parcours de leurs stagiaires pour vérifier que les stagiaires ont le niveau pour leur attribuer le diplôme. Bon, c'est pas vraiment l'idée que je me faisais du métier, ça déjà. Et donc moi, déjà, au bout de 2 jours, j'ai une première déception, une première douche froide. Et alors moi, j'arrive dans un service en DDCS, en direction départementale de la cohésion sociale. Et donc mon périmètre, c'est un département. Et je suis affectée sur le poste de référente des accueils collectifs de mineurs. Alors les accueils collectifs de mineurs, pour vous donner une idée, c'est les colos, les colonies de vacances, les centres de loisirs et puis les accueils périscolaires qui se situent dans les écoles avant et après la classe. Donc voilà, je suis référente de ça. Et je suis assez rassurée de tomber sur cette mission-là parce que c'est un peu la seule facette du métier que je connais parce qu'avant, j'avais été directrice et animatrice dans différents types d'accueils collectifs de mineurs. Donc, je suis plutôt contente et puis je me dis que je vais pouvoir travailler avec les directeurs du territoire à la qualité pédagogique au sein des accueils, à réfléchir ensemble de quel type de formation ils ont besoin, de créer du réseau. Donc, je suis plutôt enthousiaste sur cette mission. Et puis, quand même, je me plonge dans la réglementation des ACM assez vite et puis au bout de quelques jours, je me rends compte qu'en fait, être référente des accueils collectifs de mineurs, ça veut dire faire du contrôle et aller vérifier que cette réglementation, elle est bien appliquée dans les structures. Et déjà, je me sens mal à l'aise parce que je vais devoir à la fois contrôler et accompagner les mêmes structures. Et je sens que ça ne va pas me plaire d'avoir le cul entre 2 chaises. Alors du coup, très vite, vous l'avez compris, dans nos postes respectifs, on vit des frottements, des déceptions. Et en fait, au bout de 11 années, ça va être même une grosse désillusion et le sentiment d'avoir été au cœur d'une très grosse arnaque. Et c'est ce qu'on vous propose de vous raconter ce soir. Voilà, on va essayer de vous raconter l'itinéraire de 2 CEPJ qui ont un petit peu perdu leur boussole dans un paradoxe qui est celui d'un service public d'éducation populaire au sein d'un État néolibéral. Alors la boussole. Oui, alors on a perdu notre boussole, mais heureusement on n'a pas perdu nos cartes. Alors dans nos bureaux, on a l'habitude d'avoir des cartes du territoire sur lequel on exerce parce que ça nous permet de nous repérer dans quelle ville on doit se rendre en réunion, etc., compter les trajets et se dire qu'on va faire d'une pierre 2 coups à se déplacer. Bon, là, c'est pas une carte de notre territoire, c'est une carte IGN des Monts du Cantal parce qu'on a été tous les 2 en poste pas très loin et du coup, on en profitait le week-end pour aller s'y promener. Et donc, une fois, on se dit, un dimanche, on va aller faire une petite balade, on part pas super tôt. Y a une collègue de Landry qui lui dit, tiens, il y a une bonne balade à faire là. Et alors, on est au mois de février. Et donc, on décide de suivre à peu près ce GR là. Et donc, de là où vous êtes, vous ne voyez pas, mais il y a des lignes qui correspondent au dénivelé. Et donc, plus les lignes sont rapprochées et plus la pente est ardue. Et là, elles sont très, très rapprochées. Voilà. Donc, nous, on marche sur la crête et puis ensuite, là, ça monte raide. Alors, c'est super beau. C'est super beau parce que c'est enneigé, mais du coup, c'est aussi trempé, froid et fatigant parce que marcher dans la neige quand on en a jusque-là, c'est épuisant. Donc, en tout cas, moi, je rentre de là lessivée. Voilà, oui, parce que en fait, j'avoue, c'est moi qui étais en poste dans le Cantal et j'ai pas réalisé qu'en février, sur les hauteurs des monts du Cantal, il pouvait y avoir beaucoup de neige. Bon, alors Adélie m'a quand même suivi, c'est très sympa de sa part, parce que ça fait un petit peu de temps que je fais de la rando et du bivouac. Alors moi, j'ai découvert la rando bivouac à la fin des années 2000, 2008 ou 2009.
Et je pars pour la première fois, pour ma première expérience avec mon sac à dos et ma tente dans le parc des Écrins. Alors le parc des Écrins, c'est dans les Alpes du Sud, c'est autour de Gap, Grenoble, bon ça fait un tour dans ces eaux-là. C'est un chemin de grande randonnée qui est réputé comme étant l'un des plus difficiles d'Europe. Même pas peur. J'y vais. J'y vais un petit peu la fleur au fusil. En fait, ça veut dire très mal équipé. Tant et si bien qu'en fait, au bout de 3 jours, je m'arrête dans une station Serre Chevalier, pour ne pas la citer. Je trouve une boutique ouverte pour m'acheter en toute urgence un sac à dos. Parce que le sac à dos que j'ai, c'est pas du tout un sac à dos de rando, c'est un sac à dos qui m'explose les épaules. J'ai les épaules en feu. Il faut absolument que j'en change. Bon, ça fait déjà un petit budget. Alors je garde la tente quand même que je me trimballe qui fait 3 kilos. Plus tout le matos. Bon, j'ai un sac de 15 kilos pour faire le tour des Écrins, c'est pas idéal. Et puis, je suis aussi fringué de manière pas franchement adaptée à la rando. Presque comme ça. Tant et si bien qu'avec un t-shirt en coton, un pull un petit peu en laine, alors j'escalade. Je monte, puis je transpire. Alors je transpire, du coup je suis trempé. Puis j'arrive en haut il fait froid. Donc je suis trempé, j'ai froid. La nuit j'essaie de faire sécher, mais il fait froid. C'est humide, ça sèche pas. Le lendemain je suis toujours mouillé. Alors tant et si bien que, arrivé à Gap, je prends un bus, je prends un train et je rentre à Paris. Parce que j'habite Paris à l'époque. Il m'aura manqué 3-4 jours de chemin, tant pis. Et puis alors moi je raconte ça à mes collègues quand je reprends le boulot après mes congés. Ils me disent mais t'es con, fallait venir nous voir, on t'aurait conseillé. Oui parce que mes collègues, donc je fais le même boulot qu'eux à ce moment-là, mes collègues sont vendeurs au rayon montagne chez Decathlon. Et j'ai pas été foutu de m'équiper avant de partir. Bon, ne dit-on pas que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, hein. Voilà, alors on vous dit depuis tout à l'heure qu'on est conseiller d'éducation populaire et de jeunesse. Et alors, l'éducation populaire, on l'a rencontrée avant de rentrer dans ce métier-là. C'est peut-être ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille. Et alors moi, mes premières expériences d'éducation populaire, c'est par les aumôneries de l'enseignement public que je fréquentais assidûment quand j'étais ado. Et puis ce que j'aimais particulièrement, c'est partir en camp l'été. On partait 14 jours, souvent en itinérance à pied, donc sac à dos, rando, etc. Et puis, au bout d'un moment, j'aimais tellement ça, mais je ne pouvais pas continuer, que j'ai passé un BAFA, donc un brevet d'aptitude aux fonctions d'animatrice, pour pouvoir moi-même encadrer ces camps-là et continuer donc à partir 14 jours l'été. Et alors cet été-là, j'ai une vingtaine d'années et je pars en camp avec des ados qui ont entre 15 et 17 ans. Et l'idée, c'est qu'on part 15 jours. La première semaine, on monte un spectacle avec eux et la deuxième semaine, on part en itinérance et on va jouer le spectacle dans les villages qu'on va croiser. Et alors la première semaine, ça se passe super bien. En fait, tout le monde se met d'accord sur la thématique du spectacle, qui tourne autour de la liberté, faire des choix quand on est ado, etc. On se met d'accord sur une trame de spectacle et puis tout le monde s'y met avec chacun un peu ses savoir-faire, ses talents. Donc il y en a qui font du graphe pour nous faire les décors, d'autres qui cousent les costumes, d'autres qui font des chorégraphies, encore d'autres qui jouent de la musique. Et puis ça nous fait un super spectacle où tout le monde a sa place. Il y en a qui font de la lumière parce qu'ils n'ont pas envie d'être sur scène. Voilà, chacun a sa place. Et puis les animateurs, nous on a fait du lien, on a construit avec les jeunes en fait. Et du coup, je me dis que c'est ça l'éducation populaire, c'est faire des choses ensemble où chacun peut participer, apprendre des autres et puis construire des choses ensemble. Puis à la fin de la première semaine, la directrice invite la petite équipe d'animateurs qu'on est à faire un bilan, le fameux bilan mi-camp. Et elle nous dit, en animation, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc, ce que je vous propose, c'est que les uns les autres, vous vous disiez des choses sur lesquelles vous pourriez encore progresser pour que la deuxième semaine, vous soyez encore des meilleurs animateurs. Bon, et voilà mon tour qui arrive. Et il y a un animateur qui me dit Adélie, toi, il y a un truc quand même, il faut que tu arrêtes de parler aux jeunes comme ça. Arrête de leur dire s'il te plaît à chaque fois que tu as quelque chose à leur demander. Voilà, j'avoue que je suis un peu stupéfaite, je suis un peu sidérée, je ne sais pas quoi dire. Je me dis, soit il n'a pas trouvé autre chose à me dire, donc je suis une excellente animatrice, soit ça se fait en animation, en fait, de dire aux jeunes ce qu'ils doivent faire. Et puis surtout, je pense que c'est ça, je pense que la vérité est là, parce que la deuxième option, parce qu'en fait, dans l'équipe d'animation, personne d'autre ne réagit. Donc je me dis, ok, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas bien compris dans l'éducation populaire qui fait qu'on a le droit de dominer les jeunes et le public avec qui on est. Alors moi, l'éducation populaire, je la découvre au début des années 2000. À cette époque-là, je suis étudiant en faculté des sciences du sport à Marseille. Et donc je suis
gère sur les stades à longueur de journée, de mois, d'années, avec des enfants, avec des adolescents. Et puis pendant les vacances scolaires, je trouve un boulot pour faire du sport à des enfants dans les quartiers nord de Marseille. Alors les quartiers nord de Marseille, en fait, c'est les quartiers populaires ailleurs. En fait, c'est les quartiers pauvres. Et donc, c'est des enfants qui sont, des adolescents même, qui sont ramassés le soir dans les rues par des associations parce qu'ils traînent. Ils rentrent pas chez eux, ils potentiellement peuvent faire des conneries, et donc ces associations les prennent en charge. Et nous, pendant les vacances scolaires, eh ben, on leur fait faire un petit peu de sport. Super. Donc, je me pointe le premier jour. L'ambiance est déjà bien excitée. Alors ça s'insulte, ça se bagarre. Bon, on essaie de mettre un petit peu d'ordre et de prendre nos groupes. Et puis on se retrouve avec des groupes de 10-12 gamins. Et bon, moi je me présente. Alors, bonjour les garçons, j'ai que des garçons. Bonjour les garçons, moi je m'appelle Landry et puis on va passer 2 semaines ensemble. Ouais, monsieur Landry, on peut faire du foot. Alors là, je vous ai d'abord prévu un petit parcours de motricité. Donc on va sauter des haies, puis aller dans des cerceaux et ça va être super. Bon, alors les cerceaux volent, les haies volent, ils prennent le ballon et... Alors les 2 premiers jours, c'est compliqué. C'est compliqué, et puis au bout de 2 jours, je me dis, après tout, s'ils veulent faire du foot, ils ont bien le droit de faire du foot, ces gamins. Alors, je leur dis, ok, on va faire du foot, puis je vais jouer avec vous. Et puis on va s'auto-arbitrer entre nous. Et puis on va pas compter les buts, parce qu'après tout, on s'en fout des buts qu'on marque. Et puis, bon an, mal an, les vacances se passent bien, ils sont contents. On fait même du tennis-ballon. Alors le tennis-ballon, c'est du tennis avec un ballon. À 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3. Mais c'est super chaud le tennis-ballon en fait, parce qu'il ne faut pas que le ballon touche par terre. Donc il faut se faire des passes sans que le ballon touche par terre. Alors moi je suis nul, et eux ils sont super bons quoi. Super forts, je suis impressionné. Et donc on passe des bonnes vacances. Et puis à la fin des 15 jours, moi je ressens une sensation un petit peu bizarre. Ils vont retourner dans leur vie, moi dans la mienne, comme si c'était rien passé. Et je reste sur cette sensation-là qui me laisse sur ma faim, en fait. Je crois qu'on peut le dire. Disons-le alors. Disons-le. Bon, et puis ça fait une vingtaine de minutes qu'on vous parle. On vous parle d'éducation populaire, notamment. Et oui. Mais alors, cette éducation populaire, d'où elle vient ? Alors, au XIXe siècle, il y a un certain nombre de courants de l'éducation populaire qui se développent, 3 pour être exact. Et le premier, c'est le courant ouvrier révolutionnaire. En fait, au XIXe siècle, Waouh. Donc, au XIXe siècle, disais-je, il y a des usines qui commencent à se créer, qui se créent de manière massive autour des villes, et il faut des ouvriers pour travailler dans ces usines. Et du coup, viennent de la campagne un grand nombre d'ouvriers qui vivent dans des conditions exécrables et qui travaillent dans des conditions de travail exécrables également. Et puis, le soir, après la journée de travail, ils se réunissent collectivement, puis ils échangent entre eux sur leurs conditions de vie, de travail. Et puis, se créent des collectifs et puis des espaces en fait de critique de critique du patronat et des propositions aussi. C'est à cette époque-là qu'on va voir naître le syndicalisme, par exemple, et puis aussi les bourses du travail, qui sont des lieux où les ouvriers vont se donner les moyens eux-mêmes de se former entre eux. Deuxième courant, toujours dans le XIXe siècle, le courant laïque républicain. Alors il se forme un petit peu en parallèle du premier. Ce courant-là se forme à l'initiative d'une personnalité qui est Jean Massé, qui un petit peu plus tard fondera la Ligue de l'enseignement, qui est la première grande fédération d'éducation populaire. Et Jean Massé, en 1850, il est frappé par le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte, 2 ans avant, il est élu président de la République, de la Deuxième République. Mais président de la République, c'est pas son kiff à lui. Lui, il veut refaire l'empire de son oncle, le petit Corse. Donc il fait un coup d'État, il se proclame empereur et il fonde le Second Empire. Et Jean Massé, il se dit, mais c'est pas possible qu'alors qu'on vit en République, que les gens qui vivent dans cette République sont donc censés être des citoyens et des citoyennes, on puisse laisser faire ça. Donc son obsession, ça va être de former des citoyens et des citoyennes à l'exercice, quelque part, de la citoyenneté. Donc en 1866, il crée la Ligue de l'enseignement et des tas d'outils pédagogiques pour ça.
Et puis, dès l'instauration de l'école de Jules Ferry, début des années 1880, la Ligue de l'enseignement va se rapprocher très fortement de l'institution scolaire, et puis petit à petit de l'institution, des institutions tout court, commencer à émerger à des subventions, commencer à mettre en œuvre des projets dictés par les institutions elles-mêmes. Ce courant va se développer dans le XXe siècle, notamment aux alentours des années 30, puis dans la Résistance et puis à la Libération, avec la création de multiples fédérations d'éducation populaire qui, elles aussi, petit à petit, vont se faire happer par l'État. Mais je vous laisse le suspense de la suite pendant 2 minutes. Suspense. Voilà, et le troisième courant, c'est le courant du christianisme social. Alors, à ce moment-là, au XIXe siècle, les enfants commencent à être un peu pris en charge par l'école, etc. Puis la religion se demande comment ils vont pouvoir continuer à diffuser leurs valeurs chrétiennes. Et donc, il y a 2 volets un peu qui se mettent en place. La première chose, c'est plutôt les œuvres de charité. En fait, la bourgeoisie chrétienne est confrontée aussi à la vie des ouvriers, voit comment ils vivent et met en place un certain nombre d'œuvres, type Secours populaire, Secours catholique, qui existent toujours pour venir en aide aux ouvriers sur les questions alimentaires, de logement, etc. Et puis le deuxième volet, lui, il s'adresse plutôt aux jeunes, aux enfants et aux jeunes, pour créer des espaces où les enfants et les jeunes ils vont vivre selon les valeurs chrétiennes. Alors on voit naître là les patronages, qui sont des lieux où les enfants viennent après l'école pour être ensemble dans les paroisses, avec un curé qui s'occupe d'eux. Ils vivent aussi des temps de culte, de prière, etc. Et puis il y a tous les mouvements type scoutisme, la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Donc on voit qu'il y a aussi des ponts entre les différents courants, où en fait les jeunes ils vont pouvoir aussi expérimenter des choses, discuter entre eux et devenir finalement des citoyens chrétiens. Et puis en fait ce courant-là, il va essaimer et mettre en place tout un tas de méthodes pédagogiques qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors ces 3 courants, ils ont un point commun, c'est qu'ils s'inscrivent tous les 3 dans une même logique, qui est une logique de résistance. Une résistance à une oppression. Le courant ouvrier révolutionnaire, on le comprend bien, il s'inscrit en résistance à une oppression capitaliste industrielle. Le courant laïque républicain à une oppression politique. Le christianisme social a une oppression d'une religion très conservatrice. Donc c'est leur point commun à ces 3 courants-là. Alors, du coup, moi, me revient cette définition qu'on nous donnait de l'éducation populaire quand on a commencé à baigner dans ce champ-là, l'éducation du peuple, par le peuple, pour le peuple, mais c'est pas l'éducation du peuple, en fait, l'éducation populaire. Le peuple, il n'a pas besoin qu'on l'éduque. Le peuple, il s'éduque tout seul. Le peuple, il est capable de se mobiliser pour résister de lui-même à une oppression. Alors, on ne peut que constater que cette définition a évolué, en fait, au fil du temps. Et c'est pas tout à fait anodin qu'elle ait évolué, parce que, en fait, ça, c'est au 19e siècle. Mais en fait, au 21e siècle, ces 3 courants-là, c'est plus exactement les mêmes. Alors, on peut imaginer des chemins, voilà, des chemins qui partent de la résistance. Et puis au 21e siècle, le christianisme social, c'est un petit sentier un peu à part, qui perdure tant bien que mal, avec les scouts, avec des patronages, avec le secours catholique. D'ailleurs, moi, je me souviens avoir constaté dans le cadre de mes fonctions, quand j'allais sur des colonies de vacances organisées par des associations confessionnelles, que c'était toujours les meilleurs projets pédagogiques que je voyais. Parce que ces associations-là étaient un petit peu les dernières à penser réellement la place de l'enfant dans le séjour. Donc voilà, il y a un petit sentier quand même qui perdure. Alors, le courant ouvrier révolutionnaire, lui, c'est un peu un sentier souterrain. Les syndicats, aujourd'hui, c'est des partenaires sociaux. Ils font du dialogue social. Plus vraiment des résistants, les syndicats. Par contre, il y a de temps en temps ce sentier qui réémerge avec des soulèvements populaires indépendants de toute structure telle que les syndicats, par exemple les Gilets jaunes. Et puis le courant laïque républicain, lui, c'est un petit peu l'autoroute bétonnée de l'étatisation. Alors je vous l'ai dit, il a commencé à s'institutionnaliser, à devenir très dépendant en fait, des administrations de l'État notamment.
au tournant des années 50 et 60, il se fait complètement happer, en réalité, par les administrations de l'État et devient complètement dépendant de celles-ci. On en verra un petit peu plus, on verra ça un petit peu plus en détail dans le courant de la conférence. Et bien voilà pour l'éducation populaire. Alors ça, c'est ce dont on est censé être les héritiers en tant que conseiller d'éducation populaire. Mais avant tout, on est des fonctionnaires d'État. Et alors les fonctionnaires, ça distille la bonne parole. Donc pour ça, pour que nos acteurs de nos territoires soient au courant de tout ce que pense le ministère pour eux, on les réunit régulièrement. Et cette fois-ci, on les réunit au printemps et ils sont à peu près 100, 150 pour venir écouter la bonne parole de l'État. Voilà, au printemps 2018 plus exactement. Alors ce jour-là, moi je suis chargé de leur annoncer l'arrivée d'un nouveau dispositif. Alors la parole de l'État, elle est toujours en aplomb, elle est toujours au-dessus, la parole de l'État. Attention, cascade de la conf. Et oui, parce qu'il faut se mettre en aplomb. Alors on imagine la chemise, quand on est fonctionnaire d'État, on met une chemise quand même. Et donc j'annonce ce dispositif. Alors ça donne à peu près ça. Chers responsables de services enfance-jeunesse des collectivités, chers responsables associatifs, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et son ministre, l'éclairé Jean-Michel Blanquer, va enfin vous permettre d'organiser le mercredi avec vos enfants que vous recevez dans vos centres de loisirs des activités de qualité. Oui, parce que sous-entendu, jusque-là, vous faisiez de la merde. Mais là, cette fois, vous ferez de la qualité. Et comment ? Il vous suffit d'adhérer à une charte qualité et tout ira bien. Voilà. Mais sans déconner, ça donnait à peu près ça. Ça donnait à peu près ça. Alors ce jour-là, moi, je me suis fait siffler. Je me suis fait siffler par 120 personnes. C'est bizarre de se faire siffler par 120 personnes, mais en fait, j'étais d'accord avec eux. Et oui. Ce qui fait qu'au final, moi j'ai tourné mon annonce un petit peu sur le ton de l'ironie, tout en devant l'annoncer. J'étais d'accord avec... Alors pourquoi est-ce que j'étais d'accord avec eux ? Parce que je leur annonce un dispositif. Alors c'est quoi un dispositif ? Dispositif, c'est... Je prends mes notes pour ne pas écorcher. C'est un ensemble de mesures prises, de moyens mis en œuvre pour une intervention précise. Bon, ça c'est la définition du Larousse. Ok. Alors, nous, on apporte quelques précisions quand même à cette définition. Un dispositif, quand il est émis par une administration de l'État, il permet d'abord d'asseoir l'autorité de l'État, d'asseoir une domination de l'État sur les publics auxquels est destiné ce dispositif, tels que des petites communes, tels que des associations. Cette domination, elle s'exerce d'une manière assez simple, c'est qu'en fait, le dispositif, si tu y adhères pas, tu n'as pas les sous qui vont avec. Et vu les situations financières des petites communes et des associations, tu es bien obligé d'y adhérer. Et alors moi, ce dispositif que j'annonce ce jour-là, c'était le plan mercredi. Oui, pour faire des activités de qualité le mercredi. Et les jours et semaines qui ont suivi la mise en œuvre de ce dispositif, moi, les partenaires avec lesquels on travaillait nous disaient ok, en fait, ce qu'il faut faire, on le fait déjà, mais il nous faut les sous, donc on adhère à la charte, quoi. Oui, un dispositif, ça a cette utilité-là. C'est intéressant. Un dispositif, au mieux, ça ne change rien. Ça maintient l'ordre social, la situation sociale des gens. C'est un peu un pansement sur une jambe de bois, un dispositif. Mais un dispositif, il peut aussi dégrader l'ordre social, la situation sociale ou éducative des gens. Et puis, quand vous l'enrobez bien d'une belle communication, non seulement il peut dégrader, mais en plus il peut dégrader alors qu'il reçoit le satisfecit général. Et nous, on en a un de dispositif à Jeunesse et Sport comme ça. Et ouais, on en a un qui reçoit l'assentiment de tout le monde, y compris d'un grand nombre de collègues, c'est le service civique. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de service civique. Et alors moi, je peux vous en parler parce que j'en ai fait un aussi. J'en ai fait un quand j'avais à peu près 25 ans. Parce qu'à ce moment-là, j'avais repris des études et j'étais en Master 2 de sciences de l'éducation. Et je devais faire un stage pour valider mon master. Et donc, en sciences de l'éducation, moi, je me dis ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'aller voir ce qui se passe côté éducation populaire plutôt que éducation nationale. Donc, je me tourne vers les fédérations d'éducation populaire du coin. Et puis, j'ai un entretien. Et puis, le directeur de la structure me dit « Oui, ça nous intéresse beaucoup ce que vous voulez faire dans votre stage. Je voulais travailler sur les formateurs BAFA, etc. »
Bon, par contre, on ne peut pas vous prendre en stage, on n'a pas les finances, quoi. Bon, bah, je rentre chez moi, puis 2 jours après, je reçois un coup de téléphone de ce directeur qui me dit « C'est bon, j'ai trouvé une solution, on peut vous prendre en service civique. » Alors, ben, nickel, moi je suis contente parce que j'ai trouvé un stage. Et en fait, il me dit que donc, au lieu de venir à peu près 12 heures, ce qui était le volume horaire prévu pour le stage, 12 heures par semaine pendant 6 mois, il me propose donc un service civique de 24 heures par semaine pendant 8 mois. Moi, à ce moment-là, j'ai déjà une petite fille, donc je me dis vite fait dans ma tête comment je vais faire pour la faire garder alors que je n'avais pas du tout prévu ça. Son papa travaille, ça va être un petit peu compliqué, et puis surtout, ça va me coûter cher parce qu'il va falloir que je paye quelqu'un qui la garde pendant que moi, je suis en service civique. Bon, ok, et puis deuxième chose, à l'association, ça lui coûte pas très cher le service civique parce que maintenant, c'est 620 € d'indemnité, puis moi, à mon époque, c'était plutôt 540, quelque chose comme ça, qui coûte en fait 100 € à l'association. Donc évidemment, ça leur coûte vachement moins cher qu'un stage, que de payer une stagiaire. Et puis, quand même, en faisant mes valises pour venir au stage, là, j'ai retrouvé un petit truc qu'on nous avait donné dans le service dans lequel je travaillais, un petit tote bag à l'effigie du service civique avec son logo, le choix de s'engager. Voilà, moi, je n'ai pas franchement eu l'impression d'avoir le choix, voilà. Mais je me suis quand même engagée et puis du coup j'ai réussi à faire mon stage et puis surtout je peux mettre sur mon CV que j'ai fait un service civique et du coup je suis prête à m'engager dans le travail, quoi. Voilà, à coup de précarisation quand même. Voilà, donc tout le monde en est content du service civique, les jeunes en sont contents, ben oui, ils travaillent, ils mettent une ligne dans leur CV, c'est ça qu'on leur vend. Les associations en sont contentes, nous évidemment l'État on en est très 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 contents. Alors tout le monde, pas exactement tout le monde. Il y a un sociologue du travail qui n'aime pas beaucoup le service civique. Bon, ce sociologue, on le connaît un petit peu ici, il s'appelle Bernard Friot. Un petit peu. Ce sociologue, alors pourquoi il n'aime pas le service civique? Parce qu'il nous dit, le service civique, il est vendu. Ouais, c'est coché. La ref Friot, elle est cochée. Parce que le service civique, en fait, on nous le vend comme un dispositif d'engagement. Les jeunes vont s'engager, c'est du civisme. Waouh! En fait, le service civique, nous dit Friot, c'est un dispositif d'insertion. Mais en fait, c'est officiellement un dispositif d'insertion. Parce que moi, je suis allé voir sur le site viepublique.fr qui référence un petit peu toutes les grandes politiques publiques. Et en effet, politique d'insertion, depuis la fin des années 70, apparaît en 2010 le service civique. C'est bien une politique d'insertion et non pas d'engagement, mais c'est comme ça qu'on la vend aux jeunes et aux associations. Alors c'est intéressant les politiques d'insertion, ça apparaît à la fin des années 70. Sur, nous dit Friot, l'argument d'un énorme mensonge d'État. Parce que c'est justifié sur les chiffres du chômage des jeunes. Oui, on parle de l'insertion des jeunes. À cette époque-là, on nous vend les premiers dispositifs d'insertion parce que le chômage des jeunes est à 25%. C'est énorme, quoi. Sauf que, en fait, nous dit Friot, il n'y a pas 25%, enfin, ce chiffre de 25% tient compte de la totalité de la population jeune. Mais tous les jeunes ne cherchent pas d'emploi. Il y a des jeunes, ils font des études, en fait. Et ceux-là sont quand même comptabilisés. Et Friot nous dit le taux réel de chômage des jeunes à ce moment-là, c'est exactement le même que celui de la population générale. Donc on nous veut un dispositif d'insertion, pourquoi? En fait, pour tirer vers le bas les salaires d'entrée sur le marché du travail des jeunes, et puis au passage, pour tirer vers le bas les salaires de tout le monde. Donc c'est très 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 pratique le service civique. Voilà, c'est un beau mensonge, un peu comme quand vous prenez un topo guide pour aller vous balader le dimanche, puis vous vous dites je vais faire une petite balade de 2 heures, tranquille, vous regardez la difficulté, 1 étoile sur 4, facile. Bon, en vrai, ils n'ont pas tenu compte des conditions météorologiques, tel chemin a été coupé parce que vous passez par le champ d'un paysan. Au final, vous passez 4 heures de balade et puis vous rentrez crevé alors que ce n'était pas du tout le programme du dimanche. Bon, alors nous, pendant cette période-là, on découvre les joies du métier, les dispositifs, tout ça. Puis moi, je découvre aussi qu'est-ce que c'est que d'être parent. Alors là, on est en septembre 2018. À ce moment-là, j'ai 4 enfants de moins de 6 ans. Et je reprends le boulot après 1 an de congé parental. Et voilà, mes journées, ça ressemble un peu à 6h30, c'est parti, je me lève, je prépare 4 enfants qui ne sont pas autonomes, donc j'enfile 8 chaussettes,
4 manteaux, 4 écharpes, les casques sur le vélo, tout ça. Puis go, on emmène tout le monde à l'école et à la crèche. Si je me débrouille bien, j'arrive à peu près à l'heure du café au bureau. Donc normalement, je me faufile dans la salle, je dis bonjour à tout le monde et je file bosser parce que je suis déjà pas très en avance. Bon, et ce jour-là, je reprends le boulot après plus d'1 an d'arrêt. Donc je me dis, je vais quand même aller faire signe au directeur que je suis revenue. Je m'attends à ce qu'ils me disent « Ah, chouette, on a des choses à vous faire, vous nous avez manqué parce que je n'ai pas été remplacée. » Et non, il me dit « Ah, dis donc, vous avez retrouvé la ligne. » Super. Ça commençait bien. Bon, cela dit, j'avais pas trop le temps de m'attarder, je finis de travailler, je regarde l'heure, il faut que j'aille chercher les enfants à midi parce que je vais pas les laisser à la cantine quand même, les pauvres, ça fait des longues journées et tout ça. Donc je rentre, je prépare le déjeuner, je les ramène à l'école, je refile au boulot. Petit après-midi de réunion, puis à 4h30, je me faufile directement vers la sortie, discrètement, le plus possible, pour aller chercher mes enfants. Et puis je ramène tout ce petit monde à la maison. Alors à ce moment-là, mon ex-mari travaille souvent le soir. Donc, je rentre dans ce que j'appelle le tunnel, 17-21h. Voilà, donc voilà, là, bain, douche, vider cartable, les devoirs, le repas du jour et puis celui du lendemain, comme ça prend un peu d'avance pour le midi. Voilà, puis surtout, en fait, je leur dis, fais ci, va prendre ton bain, mets ton pyjama, va te brosser les dents, assieds-toi ici, te lève pas de table, J'ai l'impression de passer 3 heures ou 4 heures à leur donner des ordres tout le temps. Et puis, de temps en temps, à crier, parce qu'ils n'ont pas l'air d'entendre ce que je leur dis. Donc, c'est pas des moments très agréables. Et puis surtout, je regarde tout le temps la montre, parce que je me dis, en fait, à 21h, il faudrait que vraiment tout le monde soit couché, que tout soit prêt pour demain, parce qu'il faut que je rebosse. Il faut que je rebosse parce que j'ai pas beaucoup travaillé dans la journée. Enfin, j'ai pas beaucoup travaillé de manière rémunérée dans la journée. Et du coup, je me remets devant mon ordinateur pendant 2 heures en me disant il faut que j'ai au moins travaillé autant que les collègues parce que c'est pas juste, quoi, sinon. Et puis demain, je vais pas avoir l'air maline si j'ai pas préparé ma réunion du matin. Voilà, et donc je me rends compte qu'en fait, je subis une espèce de. J'ai l'impression je ne vais pas trouver le mot, d'injonction, voilà. D'injonction à élever mes enfants pour qu'ils soient comme il faut à l'école, bien habillés, de subir une injonction de travailler en plus d'élever mes enfants et puis de subir une injonction à faire autant de boulot que les autres collègues qui peut-être n'ont pas les mêmes conditions de vie personnelles. Et puis j'ai surtout l'impression que pour arriver à faire ça, il me faut exercer une domination sur mes enfants et de leur dire tout le temps qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, de crier et d'être dans une relation qui n'est pas du tout ni saine, ni agréable, ni pour eux, ni pour moi. Alors du coup, j'essaye de prendre ça un peu en main et je décide, pour booster ma parentalité, d'aller m'inscrire à des ateliers parentaux. Bon, alors là, je découvre plein de petites astuces un peu pour que la relation soit plus horizontale, plus sympa, puis que j'arrive à prendre en compte leurs besoins, les miens, et puis s'installe doucement, très doucement, parce que quand même, ça prend du temps, une autre relation avec mes enfants. Et j'ai l'impression que de prendre en compte qui ils sont, leur rythme, le mien aussi, ça marche mieux. Et je me dis, je pourrais peut-être faire ça au boulot aussi, parce que j'ai l'impression qu'avec les partenaires avec lesquels on travaille, en fait, on fait que leur dire qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et que jamais on prend le temps de réfléchir tous ensemble. Et du coup, on commence un peu à réfléchir, à travailler autrement. Et ça, c'est ce qu'une collègue et chercheuse a appelé la domestication de l'éducation populaire. Elle s'appelle Alexia Morvan. Et elle a fait une thèse en 2011 sur l'éducation populaire et politique. Et elle explique dans sa thèse que l'éducation populaire, à la base, c'était fait pour construire ensemble, en collectif, des espaces démocratiques. Mais ça a un petit peu trop bien marché. Et l'État s'est dit, il ne faudrait pas que cette démocratie qui vient du peuple prenne trop d'ampleur. Et donc a décidé de rétrécir le champ d'action de l'éducation populaire et donc de plus en plus de limiter les espaces collectifs, de critique, etc. Et c'est ce qu'elle appelle la domestication. Et c'est ce que nous, en tant que CEPJ, en fait, on fait dans nos métiers. On se rend compte qu'on fait ça alors qu'on voulait faire exactement l'inverse. Et tout ça sous couvert des mythes de l'éducation populaire qui continuent de vivre. L'émancipation, alors on nous parle tout le temps d'émancipation dans notre boulot, mais alors, ça ne ressemble pas franchement à l'émancipation que les ouvriers avaient pensé au 19e siècle. On nous parle de pouvoir d'agir, on nous parle d'égalité. Mais tout ça, c'est des termes qui sont encore utilisés pour finalement
faire croire qu'on fait de l'éducation populaire. Voilà, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a oublié de vous dire un truc avant. Ah ouais. Mais c'est pas grave. J'y reviens. Donc, mes collègues à Decathlon, ils ont fini par me conseiller, en fait. Et oui, ils ont fini. Non, mais parce qu'en plus, ça a vachement d'importance pour toute la compte. Hein. Putain, là, ouais, t'es trop con, t'as oublié. Ils m'ont conseillé. Et oui, comment on part en rando? Allons, quand même. On part en rando avec des couches techniques. Et une fois qu'on a la couche technique, on devient expert. Alors, couche technique, c'est pas compliqué, il y en a 3. Bon. Une première, qui n'est pas du tout un t-shirt en coton, c'est une première couche respirante. Voilà, ça laisse passer l'air. Bon, il y a un problème, c'est que dès qu'on transpire, autant elle laisse passer l'air, autant elle pue. Elle pue, alors quand vous vous retrouvez le soir dans le refuge avec que des techniques, ça pue dans le refuge. Mais bon, vous êtes à peu près au sec. Alors, il y en a une deuxième, respirante aussi, parce que technique, c'est la couche de la chaleur. Hein, vous l'adaptez en fonction de là où vous allez, les altitudes, la saison, etc. Voilà, une couche de chaleur. On ne fait pas de pub, on cache la marque. Et puis une troisième, toujours technique. Respirante, donc technique, mais surtout imperméable celle-là. Imperméable pour faire face aux intempéries. Quand il pleut, tout ça. Parce que moi, dans les écrins, j'avais pas de troisième couche imperméable. Donc j'étais franchement mouillé. Donc voilà, et cette technique des 3 couches, alors maintenant, nous, on l'utilise en rando, mais on s'est aussi aperçu que dans notre métier, on faisait face à 3 couches beaucoup moins sympathiques que les 3 couches techniques, qu'on a, nous, appelées les 3 couches du mensonge, du coup. Voilà, cette domestication des... voilà, cette domestication des publics, c'est le premier mensonge, en fait, auquel on nous fait croire. On nous fait croire qu'on va émanciper les publics et en fait, on les domestique. Et puis... Non, tu finis? Non, je continue. Je t'en prie. Bon, mais sauf que on est bien obligé, on peut pas trop enlever cette première couche parce que c'est la couche qui nous colle à la peau, c'est notre couche d'agent de l'État. Si on l'enlève, on se retrouve à poil en fait. Et oui, et ça c'est à moi de le dire. Et oui, mais c'est pas grave. C'est pas facile à deux, vous voyez. Et oui, donc effectivement, cette première couche, oui, c'est notre peau à nous, notre peau professionnelle, donc c'est un peu compliqué de l'enlever. En effet. Petit café? Ouais. La tienne. Ok, la tienne. Il est froid. Et voilà, souvent. Hein. Bon, tu sais que hier, j'étais en réunion là, en comité de pilotage PEDT. Et alors la chef de service me disait qu'elle ne savait pas quoi proposer aux ados. Quoi. Ils sont complètement démunis, ils ne savent pas comment faire pour leur faire une proposition intéressante. Ça me rappelle une conversation téléphonique que j'ai eue il y a quelques jours avec une asso de Tartampion-sur-Isère qui me disait que dans leur club ado, là, dans leur espace ado, en fait, ils font que des activités de consommation. Ils vont au laser game, ils vont au machin, ils vont au truc. Et en fait, elle ne sait pas comment enclencher une autre dynamique avec ses ados. À propos de dynamique, ça me fait penser aussi à la directrice là, que j'ai vue l'autre jour. Elle me parlait du projet pédagogique. Elle a écrit un super projet pédagogique et elle ne sait pas comment enclencher la dynamique avec ses animateurs. Surtout que dans leur collectivité, là, ils parlent tout le temps d'éducation à l'environnement, etc. Et elle n'arrive pas à instiller ça dans l'équipe, quoi. On pourrait peut-être trouver un moyen pour les réunir, ces gens-là, parce qu'ils ont des besoins, essayer de leur proposer des formations, quelque chose, quoi, je sais pas. Ah ouais, des formations, c'est une bonne idée, ça. On pourrait construire un petit plan de formation. Il faudrait peut-être aller solliciter les assos, quand même. En plus, je crois qu'on a quelques crédits qui nous restent. Ouais, t'as raison. En plus, il faut qu'on les écoule super vite, là. Oui, sinon on va nous les reprendre, donc il faut trouver un truc, là. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être écrire un petit appel à projet, vite fait, bien fait. On met nos 3-4 thématiques. On diffuse au réseau associatif, et puis les premiers qui répondent, on prend, on finance, et puis on fait un plan de formation. Ouais, par contre, on leur laisse genre 15 jours pour répondre, quoi, parce que sinon, on va pas... Bah ouais, nickel, on fait valider ça vite fait à la hiérarchie, puis on envoie. Top. Super. Top. Génial. Mais on était fiers. On était fiers de notre appel à projet et de notre plan de formation. Avec les notes, s'il te plaît. Non, les notes. On était très fiers. Un appel à projet, c'est un petit peu pour les associations comme la course au refuge le soir pour les randonneurs. C'est-à-dire qu'il faut arriver le premier pour avoir une place dans le refuge. Sinon, tu dors sous ta tente et peut-être sous la pluie.
Quand on diffuse un appel à projet, on ne s'en rendait pas compte à ce moment-là, en fait on crée un marché qui met des associations en concurrence les unes avec les autres. Alors nous, on a créé à notre échelle un petit marché de la formation continue des animateurs et des animatrices. On crée un marché, alors qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus où c'est. Les subventions, les objets… Ben ouais, c'est ça. Et oui. On crée un marché et du coup, les associations sont presque obligées d'y répondre parce que leur situation financière font qu'elles ont besoin de subventions. Jusqu'aux années 70, les subventions étaient versées sur le fonctionnement des associations, sur leur objet associatif. Une association existait, elle fonctionnait, une administration la finançait pour qu'elle fonctionne. Et puis au tournant des années 80, la logique a changé et les administrations se sont mises à financer les associations sur projet. Les administrations se sont mises à financer les associations sur projet. Ça change complètement la logique parce que les associations doivent rentrer dans la logique des administrations qui leur dictent ce qu'elles doivent faire. Vous avez besoin de sous ? Ben, nous, on a besoin de ça, de cette action. Alors, proposez-nous une action et puis si ça nous va, on finance. Parce que du coup, ça justifie aussi qu'on ne finance pas tout le monde. La subvention est discrétionnaire. Nous n'avons même pas à nous justifier sur le pourquoi nous ne finançons pas. Donc, on crée des marchés et puis, avec cette mécanique-là, on déplace l'objet associatif. C'est-à-dire qu'une association qui se crée et pour exercer un objet particulier, petit à petit, la logique de subvention, d'appel à projet, de marché public, de commande publique, déplace cet objet-là. Tant et si bien qu'aujourd'hui, les administrations trouvent des termes pour appeler les associations. On n'appelle même plus une association association. J'ai découvert récemment dans un rapport, alors je ne vais pas me tromper, de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, un terme pour les associations, opérateur de proximité. Voilà, c'est sympa. Si vous voulez avoir des sous, vous travaillez avec nous, vous faites ce qu'on vous demande, et puis vous devenez nos opérateurs. Bon, du coup, on se rend compte qu'on a mis en place ce plan de formation, qu'on n'est pas tout à fait content de nous, en fait, parce qu'on se rend compte que ça a eu de gros effets pervers. Et alors, on essaye de commencer à travailler un petit peu différemment. Alors, première chose qu'on fait, c'est d'essayer de commencer à travailler en binôme. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on travaille dans le même service et puis on a des fiches de poste qui sont assez complémentaires. Mais ça a du sens de les fusionner pour mettre toutes nos missions ensemble et puis travailler ensemble sur un territoire commun. Bon, ça, c'est pas hyper bien reçu par la hiérarchie quand on lui présente notre projet, parce qu'ils vont dire, en fait, vous allez faire 2 fois moins de trucs. Non, en fait, on va faire 3 fois plus de trucs à 2. Et puis surtout, ça crée des petits espaces parce qu'on est obligé de se concerter l'un et l'autre. On est obligé de se mettre d'accord sur comment on va faire sur le territoire commun, sur comment on va mettre en place tel dispositif, etc. Et donc, ça crée entre nous des lieux d'échange. On peut discuter et puis on s'aperçoit que, en fait, ce qu'on pensait chacun dans nos bureaux, en fait, on le partage. Et puis, du coup, on critique, on se demande comment on peut faire autrement. Et ça crée un petit espace interne de subversion au sein du service. Bon, on se dit, si nous, on arrive à coopérer, peut-être qu'on pourrait aussi coopérer avec les acteurs de terrain avec qui on travaille, au lieu de leur dire c'est comme ça que ça va se passer, leur demander de quoi ils ont besoin et puis faire avec eux. Alors on essaye de faire ça et puis se créer 1, 2, 3 réseaux sur des thématiques un petit peu différentes. Et alors ce jour-là, s'est réuni un des réseaux, c'est les responsables de services jeunesse qui sont réunis, qui ont décidé de se réunir autour de la question du sens de leur métier. Donc les responsables de service, en fait, ils sont tout seuls, chacun dans leur commune, et puis ils n'ont jamais d'espace pour être ensemble. Donc là, ils créent eux-mêmes, et puis on crée avec eux un espace pour discuter. Et puis on essaye de travailler avec eux sur des méthodes d'éducation populaire, alors on leur propose un arpentage. Un arpentage, c'est quand on prend un document, qu'on le découpe en plusieurs petites parties, chacun lit une partie, et puis ensuite on en discute en collectif. Et donc au final, tout le monde sait ce qu'il y a dans l'ensemble du document en n'ayant lu qu'une petite partie. Et puis surtout, on en discute après. Donc là, on leur propose de faire ça sur un document officiel. Et puis voilà que ça y va de critiques, et puis de propositions, et puis se rendre compte que moi c'est pareil chez moi, et comment tu fais toi, etc. Et donc ça discute, et puis voilà, émergent plein de propositions de coopération en fait.
Puis à la fin de la journée, on a fait venir une association qui captait des sons pour garder trace de la journée. Et je suis interviewée sur le trottoir devant la salle. Ah, Flash BFM. Alors Adélie, que s'est-il passé aujourd'hui? Ah bien, aujourd'hui, on a réuni les responsables de service sur leur demande pour discuter un peu des propositions que fait l'État. Et puis, ont émergé plein de propositions. Et en tout cas, on trouve que c'est vraiment positif de pouvoir enclencher avec eux une dynamique collective. Et on espère que ça va pouvoir perdurer. D'accord. Et sans langue de bois? Oui, alors sans langue de bois, je suis un peu plus embêtée. Parce que sans langue de bois, moi, je me sens pas super bien de répondre parce que je me dis si ma chef écoute ma réponse, elle ne va pas être contente. En fait, moi, j'ai passé une super journée avec eux. J'ai l'impression d'avoir été à ma place là, d'avoir été vraiment conseillère d'éducation populaire, d'avoir travaillé avec eux, à réfléchir à des nouvelles propositions. Et là où je me sens super embêtée, c'est que je partage tous ces critiques, ces propositions, mais en fait, j'ai rien dans ma petite valise de CEPJ pour les mettre en œuvre. Je peux faire remonter, mais je sais très bien qu'il n'y aura pas de réponse. Et puis moi, sur mon territoire, je n'ai pas les moyens de répondre à leurs demandes. Donc je suis un peu désemparée. Ouais, et donc ces collectifs-là, oui, on en a monté 2, 3, ils ont super bien marché. On s'est aperçu que le collectif avait une puissance critique incroyable, critique constructive. Ça nous prenait beaucoup de temps, c'était passionnant, mais ce n'était pas ce qu'on nous demandait de faire. Donc ça venait s'ajouter à ce qu'on nous demandait de faire, les dispositifs, les appels à projets, tout le bordel. Donc on commence en fait sérieusement à charger la mule, parce que quand on fait ça, on a l'impression de faire notre métier. On a l'impression de faire un métier de conseiller d'éducation populaire. Sauf que on ne peut pas bâcler le travail qui est prescrit non plus. Et oui, on commence à sérieusement charger la mule. Et là, on se rend compte que c'est la deuxième couche du mensonge qui nous est présentée. Nous, on pensait qu'en faisant de l'éducation populaire, on allait pouvoir mobiliser des collectifs et donc, du coup, se mettre un peu de chaleur et de confort. Bon, alors, c'est pas tout à fait le cas. L'avantage de cette deuxième couche, c'est qu'elle vient un peu masquer la puanteur. Mais c'est son seul avantage. Et puis, on le sait, l'éducation populaire, pour vivre, pour proposer de la critique, des espaces subversifs, elle a besoin de collectifs. Et nous, dans nos métiers, en fait, on nous demande soit de casser ces collectifs, soit de les écraser le plus possible. Et même en interne, en fait, on n'a pas d'espace collectif. On a des petites pauses café de temps en temps où on peut commencer à discuter de choses qui nous concernent tous. Décor et du pop. Mais en fait, voilà, même en interne, entre CEPJ, on ne fait pas d'éducation populaire. Et non. Au printemps 2017, ma collègue s'apprête à s'absenter. Oui, j'ai encore un enfant et je m'absente 1 an. Alors j'attends son remplaçant ou sa remplaçante avec impatience pour pouvoir faire sa connaissance et puis qu'on commence à travailler ensemble. On n'a pas encore fusionné nos fiches de poste à ce moment-là, ça viendra 1 an plus tard. Enfin, nos missions sont complémentaires, donc j'attends ça avec impatience. Un nouveau directeur arrive à la tête de notre administration, puis réunit notre petit pôle jeunesse et sport, enfin, petit pôle jeunesse et sport, c'est entre 15 et 20 personnes, pour se présenter, puis parler un petit peu de la réorganisation du service. Puis il s'adresse à moi, donc devant cette petite vingtaine de personnes, et m'annonce, écoutez Landry, pendant l'absence d'Adélie, vous allez prendre ces missions. Je vous fais toute confiance, vous faites au mieux, ça durera quelques mois, et puis j'ai toute confiance en vous. Alors là, moi, je m'attendais vraiment à un remplaçant ou une remplaçante. Je ne sais pas quoi dire. En plus, devant tout le monde. Bon, donc je fais la double fiche de poste. Et puis, quelques mois plus tard, Adélie n'est pas revenue, arrive un nouveau dispositif. Un nouveau dispositif qui concerne la vie associative, qui n'est vraiment pas le cœur de mes missions. Mais le directeur vient me voir dans mon bureau cette fois. Landry, vous êtes au courant que le FDVA débarque. C'est un dispositif, c'est politique. C'est très, très politique. Les sénateurs et les députés sont dans les commissions d'attribution des subventions pour les associations. Et il se trouve que je ne fais pas du tout confiance à votre collègue, là, Tartampion, qui est chargé de la vie associative, pour mettre ce dispositif en œuvre. Donc, en fait, il faut que vous le preniez.
Ah non, mais monsieur le directeur, j'ai déjà 2 fiches de poste complètes. Vous avez oublié que vous n'avez pas pris de remplaçant pour le départ d'Adélie? Non, mais les 2 autres, à la limite, pendant 4 mois, vous les mettez de côté et vous vous concentrez sur ce dispositif. Ah non, je refuse. C'est hors de question, je refuse. Alors ça, c'est ce que j'aurais dû lui dire. En fait, j'ai dû dire un truc comme ah, d'accord. Puis, vous vous doutez bien que pendant 4 mois, je laisse pas tomber les 2 autres fiches de poste, parce que le travail, je veux qu'il soit fait. Bien fait, je ne sais pas si je veux encore, mais au moins qu'il soit fait. Donc 3. Et puis, cerise sur le gâteau, on travaillait avec une collègue qui était chargée de l'administratif sur nos missions. Et puis, elle part en congé pendant 2 semaines, elle en a bien le droit. Mais 2 semaines où son activité est très forte, notamment avec toutes les structures qui l'appellent pour résoudre des problèmes juste avant l'été, c'est les centres de loisirs. Mais personne dans le service ne se pose la question de comment ces missions vont être assurées. À commencer par le chef de service qui ne se pose pas la question, donc je fais. Je fais. Putain, le téléphone, quoi. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, je suis le responsable du club bouliste de Tartampion-sur-Isère. J'aurais voulu avoir quelques renseignements au sujet de ce dispositif, là, le FDVA. Oui, alors écoutez, pour le FDVA, on a rédigé une note explicative. Alors, vous ouvrez vos mails, vous imprimez la note, vous la lisez, vous la comprenez, et puis vous faites. Moi, j'ai pas le temps. C'est pas exactement l'idée que je me faisais d'un professionnel de l'éducation populaire. C'est pas non plus exactement l'idée que je me faisais d'un service public de l'éducation populaire. En fait, si on en arrive à cette situation dans les services, c'est grâce au New Public Management. Le New Public Management, c'est le transfert du management qui s'est mis en œuvre dans les entreprises dans les années 70, dans les administrations, les services publics à partir des années 80. Avec le New Public Management, en fait, vous avez une administration à l'intérieur de laquelle il y a des agents qui sont chargés d'appliquer des dispositifs qui descendent des cieux ministériels. Et puis, ces agents sont chargés de les imposer à des partenaires associatifs, éducatifs, qui n'ont pas demandé grand-chose. Ce New Public Management, c'est de la gestion de ressources humaines, de la gestion de services rentables, et à aucun moment on ne se préoccupe de l'humain dans les services. Alors je respire. Le New Public Management, ça fait des dégâts sur vos vies professionnelles, puis ça fait des dégâts sur vos vies personnelles aussi, du coup. Alors moi, en septembre 2019, je me sépare. Et puis les aléas logistiques d'une séparation font que pendant plusieurs mois, je ne vois mes enfants plus qu'un week-end sur 2. Donc c'est pas vraiment le père que je voulais être aussi. Alors je rentre le soir chez moi, dans cette maison vidée d'enfants. C'est triste, une maison vidée de ses enfants. Alors je suis triste. Alors j'écoute de la musique triste. Puis je bois un petit pastis, puis 2, puis 3, puis un petit whisky, puis 2 et puis 3. Puis je m'endors sur le canapé, et puis je retourne bosser le lendemain. Bon, alors un certain nombre de choses rentreront malgré tout dans l'ordre, et puis les dispositifs vont continuer de tomber par contre. Alors le service national universel, les colos apprenantes, et puis j'en passe. Tant et si bien que moi, au printemps 2021, j'ai le dos complètement bloqué. Je ne peux plus conduire, je ne peux plus courir, je ne peux plus randonner, je peux vaguement marcher, j'ai du mal à rester assis.
Alors je vais voir mon ostéopathe, puis elle me manipule, puis elle me dit ça vient pas du dos. Bah, si, je vous assure que j'ai mal au dos. Oui, non, mais j'entends bien, vous avez mal au dos, mais ça vient pas du dos. Alors je vais vous manipuler par là, et je vous préviens, c'est une zone un petit peu émotionnelle. Donc elle manipule, bon, ça va. Bon, j'ai fini, vous pouvez vous rhabiller. Alors je me rhabille, je remets mes chaussettes, je remets mon pantalon, et puis je craque. Je m'effondre. Alors le lendemain, je vais chez ma médecin traitant, puis je lui raconte le mal de dos, la fatigue. Et au boulot, ça va. Alors je me réeffondre, je recraque. Donc elle m'arrête. Elle m'arrête 2 semaines. Puis au bout de 2 semaines, elle me réarrête 2 semaines. Puis elle me réarrête 1 semaine. En 15 ans auparavant, j'avais eu 2 jours d'arrêt pour un virus. Là, j'ai pris 5 semaines dans la tronche. Alors, on nous dit que les fonctionnaires, ils n'ont pas envie de travailler, ils sont tout le temps en arrêt maladie, que personne, en fait, n'a envie de travailler, que les gens sont des flemmards. En fait, les arrêts maladie de complaisance, il n'y en a pas franchement beaucoup. Et c'est pas parce qu'on n'a pas envie de travailler qu'on ne va pas au travail. C'est parce que c'est le travail qui nous rend malade, en fait. On part s'aérer ? On ira faire un petit tour de rando, là, ça te... Bonne idée. Allez. Alors, on arrive. Alors, on est beaucoup plus tard, là. En mai 2024, on arrive enfin à trouver 4 jours d'affilée pour aller se faire une petite rando en Ariège. Et puis, on décide de faire le tour du Biros. Regardez pas sur la carte, il n'est pas là. Alors, très jolie vallée. Puis, alors, il faut qu'on s'équipe peut-être avant de partir, non ? Ah bah oui, parce que Bah ouais. rapide. C'est plus léger. Hein. Alors, on va s'équiper. Allez, on va s'équiper. Ouais. Alors, tiens, un petit réchaud. Hop. Une tente légère. Elle ne fait pas 3 kilos, celle-là. Hop. Bon, enfin, légère, si tu pouvais la porter quand même, ça m'arrangerait. Allez, je la porte. Alors, une popote. Un duvet chaud. Ouais, un duvet ça, chaud. j'ai. Parce que là, on va dormir à 2500 mètres. On est au printemps, il va faire froid. J'ai, c'est bon. T'as des chaussures étanches ? J'ai des chaussures. Pas étanches. Bon, là, j'ai pas le temps. Demain, je finis tard. J'aurai pas le temps d'aller en acheter avant de partir. C'est pas grave. J'ai l'habitude, en fait, de marcher dans la neige. Bon. T'oublies pas tes 3 couches ? Oui, ça, c'est bon, j'ai. Ouais, ça, c'est bon. Cool. Ok. Pour manger, là, on fait comment ? Parce que le réchaud... Des petits plats lyophilisés. Super. Ok, ça va être bon, ça, je sens. Tu sais, c'est les plats déshydratés, là. Ouais. C'est pas très bon, mais... Je prends des fruits secs aussi. Ça, c'est en rando, les fruits secs, c'est indispensable, ça pour les petits coups de mou. Ouais. Ok, bon, on est bon. Allez, go. Donc, nous voilà partis. Alors, l'idée, c'est de partir 3 jours, 3 étapes. Donc, premier jour, tranquille. Enfin, ça grimpe, franchement, ça grimpe, mais on est encore à peu près en forme. Voilà, on monte et puis on arrive à la fin de l'après-midi, presque au sommet. Et puis, on plante notre petite tente là et c'est magnifique. Il y a un lac trop beau et puis il y a d'autres randonneurs qui s'installent là aussi. Ça, c'est pas trop lourd. C'est la tente. Ouais. Et puis, donc on se pose là, super, tout ça. Le lendemain, motivé, on se lance sur la 2e étape. Alors là, ça commence dur parce que, en fait, il faut qu'on passe un col. Et le col, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le printemps dernier a été pourri. Et donc en mai, en Ariège, il y a encore de la neige. Je pense que je deviens spécialiste des randos dans la neige là. J'ai toujours pas de chaussures imperméables. Et donc là, on commence à monter, mais c'est vraiment hyper raide quoi. Donc Landry se débrouille plutôt pas trop mal, il prend un peu d'avance tout, et moi j'ai qu'une hantise, c'est que je glisse et que je finisse sur les fesses et que je redégringole tout et qu'il fallait tout que je remonte. Bon finalement ça va. Bon, mais quand même, j'ai pas l'habitude de marcher avec un sac à dos lourd de, une dizaine de kilos. Donc, en fait, je monte à 4 pattes. Comme ça, je suis sûre que le sac à dos est bien stable. Voilà. Et bon an, mal an, j'arrive en haut. C'est magnifique. Et puis, je suis contente. Je suis assez fière de moi quand même d'avoir réussi. Parce que ça a commencé raide. Et puis, nous voilà repartis pour la descente. Alors, c'est l'autre versant, mais il est toujours enneigé. Et là, ça commence à fondre.
Donc, j'ai déjà eu l'expérience, hein, comme je vous l'ai dit, de marcher dans la neige fondue, lourde et tout. Donc, au bout d'un moment, j'en ai marre. En fait, je me mets sur les fesses, je glisse et puis j'arrive en bas et ça va quand même vachement plus vite. Puis là, le sac à dos lourd, ça sert, ça pousse dans la pente. Donc, on arrive en bas. Et puis, c'est à peu près midi, on se fait une petite pause. Je suis trempée. Donc, sur les bons conseils de Landry, je mets un short pour l'après-midi. Puis, on mange un peu quand même. Oui, moi je suis expert, je mange léger. Ok. Voilà. Bon, l'expert mange léger, mais moi j'ai faim. Donc, on mange un petit peu, enfin moi surtout. Et puis, nous voilà repartis. Et là, jolie petite descente en sous-bois, tout c'est super agréable, on est à l'ombre, magnifique. Mais arrive ce qui devait arriver, je glisse parce que là aussi ça fond et donc les pierres sont hyper glissantes. Et puis c'est raide, c'est hyper raide. Mon pied glisse. Heureusement, je me rattrape à un arbre. Et là, quand même, dans ma posture agrippée à l'arbre, je regarde et je dis « Ah ouais, cool, j'ai pas glissé jusqu'à la rivière, ça c'est plutôt rassurant. » Et pendant que je me dis ça, mon sac à dos décide de continuer la route tout seul et ça fait un truc comme ça là. Et donc je continue, je fais le tour de l'arbre et je m'égratigne toutes les jambes. Puis je suis en short en plus, donc super. Voilà, donc je suis griffée de partout, je suis pleine de boue, de sang et tout. Bon, je mets à peu près 1 heure de marche à me remettre sur mes jambes qui tremblent comme ça. Puis on arrive en bas quand même, finalement, en bas, et puis c'est la fin de l'étape qu'on s'était prévue pour la journée. Il est 14h30. Ah ouais, c'est un peu tôt, 14h30 pour finir la journée, même pour des fonctionnaires, quoi. Donc, donc on continue, mais moi j'ai une exigence quand même, c'est de m'arrêter à un endroit où il y a une rivière, parce que je suis dégueu, et j'ai qu'une envie, c'est de me laver. Donc j'ai repéré sur la carte, il y a 2 endroits potentiels où on peut s'arrêter. Bon, on continue, puis là il y a un groupe de gars qui étaient avec nous à l'étape du matin qui nous double comme ça, donc on se dit on a un petit peu de marche quoi. Donc on avance et puis là ça commence à grimper. Ça grimpe tellement qu'en fait il n'y a aucun endroit pour reposer la tente. On grimpe et puis les heures passent. Ouais, et puis moi elle commence à me gonfler avec sa rivière en fait, parce que moi en fait je grimpe plus. En fait elle a pas vu, parce que je suis derrière, parce que l'expert là il est cuit en fait. Je n'avance plus. Bon, finalement, tu t'en rends compte. Bon, finalement, je regarde derrière quand même, je vérifie qu'il soit pas trop loin, ça doit être mon instinct maternel, je pense. Du coup, je redescends. Je redescends, parce qu'en fait, c'est moi qui ai les fruits secs, donc il a plus de carburant. Voilà. Donc voilà, on envoie quelques fruits secs, un peu de sucre et tout, puis bon, ça repart, il nous reste pas grand-chose, il nous reste peut-être 300 mètres à faire pour avoir un petit endroit où on pose la tente. Finalement, je monte la tente, je pose l'expert dans la tente, et puis moi, je vais à ma rivière, quoi. Donc je vais me laver, là, m'enlever toutes ces boues, tout ça. Qu'est-ce que ça fait du bien. Alors c'est frais, mais ça fait du bien. Puis il fait super beau, il fait presque chaud. En fait, donc je rentre de ma petite rivière qui était à juste 10 minutes, nickel. Puis là, je m'installe, je jette un œil dans la tente voir si l'expert est pas dans le coma, mais comme il ronfle, ça va. L'expert ronfle. Et puis j'essaye de me poser. Je me dis quand même super, paysage magnifique, il fait super beau. Et puis je me pose au soleil, le soleil est en train de se coucher, il fait chaud et tout. Je me dis ok, mais je fais quoi là? Alors oui, c'est beau, mais bon, une fois que j'ai regardé 1 fois, 2 fois, c'est toujours aussi beau, quoi. Et en fait, je me dis je vais lire un truc intelligent pour passer le temps. Donc je prends ma liseuse et puis je commence à lire, puis là, plus de batterie. Je me dis décidément, c'est le thème de la journée. Donc je passe à autre chose, mais en fait, je me rends compte que j'arrive pas à m'arrêter. Je me rends compte qu'en fait, pendant la journée, en fait, j'avançais, je sais même pas si j'étais fatiguée ou si j'étais pas fatiguée, mais j'avançais. On s'était dit, objectif, on finit cette étape-là et voilà, j'arrive pas à m'arrêter, à me poser et à profiter du temps. En fait, on se rend compte qu'on est cuit. Enfin, moi, je suis cuit, physiquement cuit. Adélie, elle n'arrive pas à déconnecter. Impossible de déconnecter. En mode machine. En mode machine. Cet effet que ça a sur nos corps et nos esprits, cet état, en fait, il n'est pas là par hasard. Il est dû à un système qui colonise nos vies depuis une 50aine d'années. Le néolibéralisme. C'est un système économique, politique, même culturel. Ce système, c'est en fait une espèce de capitalisme complètement débridé qui repose sur un grand principe de rendre tout marchand. Tout doit pouvoir s'acheter et se vendre.
Et alors du coup, ce système, eh bien, il fait de nous, êtres humains, comment j'avais dit? Je sais pas, mais tu l'avais bien dit quand même la Et dernière ouais, fois. mais là je m'en rappelle plus. Des opérateurs, c'est pas des opérateurs, Non. bon, on va dire opérateurs de production et de consommation. Alors il faut arriver avec les deux. Ce système, il a été étudié par un philosophe. Alors il y a plein de bouquins sur le néolibéralisme. Et il y en a notamment un qui est assez intéressant, que j'ai trouvé intéressant, et surtout que j'ai compris, pour un philosophe en plus. C'est un bouquin de Grégoire Chamaillou qui s'appelle « La société ingouvernable ». Alors, dans ce bouquin, Chamaillou, il nous explique que pour pouvoir rendre toutes les sphères de nos vies, pour les transformer en marché, quelque part, ben, il va falloir transformer un petit peu la société et ça risque de ne pas être super populaire. Mais par exemple, il faut faire de l'éducation en marché, il faut faire de la santé un marché, il faut faire de l'alimentation, de l'eau un marché. Donc tout rendre marchandable. Donc ça ne va pas être super populaire. Donc pour ça, il y a, pour le faire accepter, ou en tout cas pour le généraliser à une société, il y a deux possibilités. Soit les bottes et la matraque. Ils l'ont fait. Alors ils, c'est les penseurs du néolibéralisme. Ils l'ont fait en Amérique du Sud, notamment. Dans nos pays d'hémisphère nord, ils n'ont pas fait ça. Ils ont utilisé quelques stratégies. Quelques habiles stratégies. Grégoire Chamaillou nous en livre notamment 3 de ces stratégies. Je prends mes notes pour ne pas écorcher le discours. L'une de ces stratégies, c'est notamment l'affaiblissement de la démocratie pour limiter au maximum les espaces possibles de contestation. Une autre de cette stratégie, c'est de créer un état d'insécurité sociale pour les travailleuses et les travailleurs. Dans les années 70, ce que nous explique Chamaillou, vous perdiez un boulot, vous en retrouviez un autre, ou dans le pire des cas, vous avez une protection sociale suffisante qui vous permettait de vivre dignement et décemment. Donc ça, il faut le casser pour rendre les travailleurs préoccupés seulement par leurs conditions sociales et non pas par des questions politiques. Une troisième stratégie, c'est de s'attaquer au langage. Alors nous, quand on nous dit qu'on est conseiller d'éducation populaire et qu'on domestique les publics et qu'on participe au saccage des collectifs, de quoi devenir un petit peu schizophrène. Et pour arriver à mettre en place ces stratégies, nous explique Grégoire Chamaillou, il faut un État fort. Un État fort, voire autoritaire. Et en fait, on s'est aperçu que nous, CEPJ, conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, on participait pleinement à l'activité de cet État fort, de cet État autoritaire, en précarisant des jeunes à travers le service civique, en mettant au pas des associations et en les rendant nécessairement dociles pour pouvoir avoir 3 francs 6 sous. Donc on participe de cet État fort. Purée, je viens de tomber sur un article. Tu sais pas ce qui s'est passé ce week-end? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Eh bien, il y avait la réunion annuelle des centres sociaux, enfin des jeunes des centres sociaux qui préparent depuis l'année dernière sur la thématique du rapport à la religion. Ah, j'ai vu ça, ils ont travaillé pendant 1 an, c'est ça? Exactement. Et là, ils se sont réunis pour mettre en commun un peu tous les jeunes de France, là, leurs constats, leurs propositions, etc. Et puis, ils ont fait venir la secrétaire d'État, Sarah El Haïry, pour lui présenter leur travail. La secrétaire d'État à la jeunesse? Ouais. Vachement intéressant. Ouais, c'est vachement intéressant pour des jeunes de pouvoir parler à ceux qui dirigent. Eh bien, ils lui ont présenté la manière dont ils vivaient, le contrôle aux faciès dans les cités, etc. Et puis, ils lui ont même fait une proposition que je trouve pas idiote du tout. Ils ont proposé de modifier un petit peu la loi de 2004 qui interdit le port de signes ostentatoires religieux dans les établissements scolaires, les écoles, les collèges, les lycées. Et eux disent que quand ils sont grands, au lycée, là, à partir de 15-16 ans, a priori, ils sont assez matures et tout ça pour pouvoir penser par eux-mêmes. Du coup, peut-être qu'on pourrait changer la loi et appliquer cette interdiction qu'aux écoles et aux collèges et qu'au lycée, ils soient libres de porter ce qu'ils veulent. Ok, et ils ont pu en discuter avec la ministre? Ah non, ils n'ont pas trop discuté, non. Ils n'ont pas franchement discuté parce qu'elle a trouvé ça anti-républicain
Voilà. Ah bon? Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, comme c'est anti-républicain, on ne peut pas discuter. Et du coup, elle a clôturé le débat, fini, ils n'ont même pas pu aller au bout de leur proposition, et elle leur a demandé de se lever pour chanter la Marseillaise avec elle. Et ils l'ont fait? Ah, ils l'ont pas fait, non, elle a chanté toute seule sa Marseillaise. Qu'est-ce qu'elle est con? Qu'est-ce qu'elle est con? Moi, c'est surtout pour les jeunes que ça a dû être très. Hein. Et oui. Et alors, cette histoire des centres sociaux et de sa réalité, de sa grande performance, on en est où? Là, voilà, on en à est peu là. près là, ouais. Ça aboutit à une enquête administrative diligentée par la ministre, une enquête par l'inspection générale à l'encontre des centres sociaux. Ça aboutit à la coupe des subventions pour l'association qui avait aidé les centres sociaux à travailler pendant toute cette année-là avec les jeunes, la boîte sans projet. Ça aboutit aussi à un projet de lettre ouverte de notre part, parce qu'on avait franchement été écœurés par son attitude, de lettre ouverte de notre part qu'on espérait faire signer un maximum de collègues. Bon, on est resté deux. Donc on a abandonné le projet parce que c'était un petit peu s'exposer là quand même. Hein. Bon, et en matière d'autorité. Voilà. Et en matière d'autorité, dans le service dans lequel je travaillais, on m'a demandé une première fois, enfin ma chef de service me demande une première fois, d'aller, en tant que référente des accueils collectifs et de mineurs, toujours, d'aller contrôler avec tout un tas d'autres services de l'État des enfants qui étaient accueillis à côté d'une mosquée pour apprendre l'arabe. Et donc, l'obsession du préfet, c'était de se dire, ces mineurs-là, voilà, peut-être qu'ils sont accueillis dans un lieu communautariste, sectaire, etc. Donc, il faut les protéger. Donc, en fait, les protéger, c'est démanteler l'association, quoi. Donc, tous les moyens étaient bons. Et donc, on arrive dans ce petit lieu où sont accueillis, je sais pas, une quinzaine d'enfants qui sont là avec leurs animatrices. Voilà, nous, on arrive à 8 ou 10 agents. Il y en a certains de la préfecture, d'autres de services de collectivité, etc., qui viennent contrôler les locaux, est-ce qu'il n'y a pas du travail caché, etc. Puis moi, je suis là pour constater que c'est bien un accueil collectif de mineurs et qu'ils ne sont pas dans les règles parce qu'ils auraient dû déclarer cet accueil, or ils ne l'ont pas fait. Et donc, sous prétexte qu'ils n'ont pas déclaré et qu'ils sont hors du cadre, il faut fermer cet accueil-là. Moi, j'arrive là, je suis super gênée parce que les enfants sont pas très bien qu'on débarque comme ça, les animatrices non plus. Donc pendant que les collègues font leur petit bazar, je m'approche des enfants puis je leur demande, je dis alors vous faites quoi ici? Ils disent on apprend l'arabe, on écrit, on chante, on parle. Voilà, je vois qu'ils ont un petit manuel. Je dis ça va, vous êtes contents de venir là? Ils disent oui, on vient là le mercredi 2h et puis on discute ensemble, on prend un petit goûter et puis bon, pas trop de quoi m'inquiéter, quoi. Puis surtout, je constate que ça n'a rien d'un accueil collectif de mineurs, c'est juste un cours de langue d'arabe, quoi. Bon, donc je fais mon rapport et puis j'écris ça à ma chef. Et puis ma chef, elle me dit, ouais, mais c'est embêtant parce qu'il faudrait vraiment que ce soit un accueil collectif de mineurs. Bon, finalement, entre-temps, on apprend que les locaux n'étaient pas conformes, donc ils ont réussi à fermer quand même. Voilà, puis quelques semaines plus tard, ma chef me redemande la même chose. Donc il y a de nouveau des mineurs qui sont accueillis dans le même contexte. Et donc cette fois-ci, c'est des tout petits, c'est des enfants de moins de 6 ans. Donc je vais faire un contrôle avec les collègues d'une collectivité qui sont en charge de vérifier que les tout petits sont accueillis dans des conditions correctes. Et c'est de son avis que dépend notre décision à nous d'ouvrir un accueil collectif de mineurs. Donc, même consigne, il faut aller constater que c'est un accueil collectif de mineurs pour le faire fermer. Donc je ne suis pas emballée, surtout que l'expérience d'avant n'avait pas été géniale. Je m'y rends, puis je constate que ces enfants, ils sont installés dans des super locaux. Vraiment, il y a des conditions d'accueil, il y a plein d'adultes, donc vraiment, ils sont plus que dans un accueil collectif de mineurs, ils sont mieux encadrés. Voilà, mais clairement, c'est pas un accueil collectif de mineurs. Encore ici, ils apprennent l'arabe avec différentes manières de faire. Je fais mon rapport et je dis, non, c'est pas un accueil collectif de mineurs. De nouveau, ma chef prend mon rapport et puis tord tous les critères qui font que... Elle réussit à écrire que oui, c'est bien un accueil collectif de mineurs qui n'a pas été déclaré et qui donc devrait être fermé. Et puis on attend aussi l'avis de la collègue qui a fait le contrôle avec moi.
Et elle rend un avis favorable. Elle dit, c'est bon, les enfants sont dans de très bonnes conditions pour être accueillis. Et là, le préfet demande directement à la collectivité, qui n'est donc pas sous son autorité hiérarchique, de modifier le rapport. Et donc de falsifier en fait l'avis pour justifier de ne pas continuer à accueillir ces mineurs-là. Moi, là, la coupe commence à être sérieusement pleine. Puis en plus, les animatrices de cette association, je les recroise dans des formations, etc. Puis elles me demandent pourquoi on a fermé leur accueil, qu'est-ce qu'elles ont fait de mal. Et je suis bien normal de leur expliquer. En tout cas, je suis bien embêtée. Et puis encore quelques semaines plus tard, rebelote. Alors là, on est en réunion de service. Et donc, ma chef de service a décidé de faire cette demande-là devant tous mes collègues. Donc, elle dit, elle ne s'adresse pas directement à moi, elle dit, le préfet nous demande à notre service jeunesse et sport d'aller contrôler une mosquée qui accueille des enfants le mercredi matin. Donc là, je sais que ça va me retomber dessus, je suis toujours référente des ACM. Et donc, je lui dis, non, là non, j'y vais pas en fait. Si c'est pour rendre un rapport et puis qu'il soit modifié derrière, j'y vais pas. Et puis en plus, je pense que c'est pas légal de faire ça. Et puis je pense que c'est du racisme. Donc je veux pas y aller. Moi, quand mes enfants vont au caté le samedi matin, il n'y a jamais personne qui vient vérifier que c'est un accueil collectif de mineurs ou pas. On les laisse tranquilles. Donc je refuse d'y aller. Et alors, ma chef est un peu embêtée, parce qu'en plus, elle vient de se casser le pied, donc elle ne peut pas y aller, elle. Et je lui dis, non, je n'irai pas. Et en fait, il y a un collègue qui me dit, non, mais c'est pas grave, si tu veux pas y aller, moi, je peux y aller à ta place, quoi. Donc, en fait, que je dise, j'y vais ou j'y vais pas, c'est pareil. De toute façon, quelqu'un va y aller et quelqu'un va faire fermer cet accueil. De nouveau, cet accueil sera fermé pour des raisons assez obscure, à vrai dire. Et moi, je quitte cette réunion, vraiment, là, c'est terminé, et je décide en sortant de la réunion que jeunesse et sport, c'est fini pour moi, qu'il va falloir que je passe à autre chose parce que je ne peux pas cautionner ça, c'est trop loin de mes valeurs. Ouais, c'est encore moi, là. Oui, et donc ça, je suis pas la seule à constater ces actes de racisme au sein des services de l'État. Déjà, je discute un peu avec des collègues d'autres départements, et ils ont les mêmes demandes des préfets. Et puis, il y a un professeur de sciences politiques qui s'appelle Olivier Lecourt Grand-Maison, qui nous parle de la thèse immunitaire républicaine. Bon, comme ça, c'est pas à dire grand-chose, mais en gros, il nous dit que la France étant le pays des Lumières, de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il ne peut pas y avoir de racisme en France. On est le pays qui lutte contre. Voilà, qui lutte contre. Enfin, ça date un petit peu quand même, mais ça nous suit. Et on constate quand même que depuis, que les républiques se succèdent et que les actes de racisme d'État se multiplient, alors envers les Roms, envers les personnes racisées, envers certaines communautés religieuses. Du coup, il appelle ça du racisme d'État dans le sens où c'est systémique. C'est pas un agent qui a pris la décision d'aller faire tel contrôle au faciès de son propre chef, c'est vraiment des ordres qui sont donnés d'en haut. Donc vous pouvez suivre. Je le mets. Mets-le donc. La troisième couche. Et donc c'est notre troisième couche du mensonge. C'est que nous qui pensions travailler pour un État démocratique, on se rend compte qu'en fait on est au service d'un État autoritaire. Et ça, malgré le fait que notre troisième... C'est bon, il tient. Et oui, il tient un peu trop bien même. On se rend compte que notre troisième couche, même si elle est imperméable, elle ne nous protège pas de cette tempête. C'est tellement fort que ça s'infiltre par toutes les brèches. Déjà, si on n'arrive pas à la mettre, la troisième couche. Elle est où? Ah, elle est là, la couche. Donc, troisième couche, l'autoritarisme. Bon, on a encaissé, les tempêtes, on les a prises. Alors on aurait aussi pu vous parler du service national universel qui met la jeunesse au pas. On aurait aussi pu vous parler du contrat d'engagement républicain qui vient poser des sanctions arbitraires de l'administration sur les associations. On aurait aussi pu vous parler des colonies de vacances maltraitantes à destination des enfants de l'aide sociale à l'enfance. On aurait pu vous parler de beaucoup de choses. Bon, on n'a pas toute la nuit. Donc on va conclure. Oui. On va conclure. Et alors nous, à force de domestiquer, de participer à la domestication des publics, à force d'assister au saccage des collectifs, chez nos partenaires comme chez nous, dans nos services, à force de constater qu'on se rend nous-mêmes complices
d'une politique autoritaire de l'État, en fait, on est un petit peu fatigué, on est un petit peu désabusé, et on a un petit peu le sentiment de participer à une très très grosse arnaque qui est beaucoup plus que des petits mensonges en fait. Donc non seulement on ne participe à aucune transformation sociale, à aucun travail sur le pouvoir d'agir des gens, mais en plus on a le sentiment de venir mettre un vernis avec l'éducation populaire sur une action et des politiques d'État extrêmement autoritaires. Alors quand même, à force de constater ça, on s'est posé la question un petit peu de l'histoire de notre métier, parce que ça a commencé à nous intriguer cette histoire. Alors d'où vient notre métier? Alors c'est pas récent. Les premiers cadres de la jeunesse, en fait, ils ont été créés, le métier a été créé au moment du régime de Vichy. En fait, donc comme tout bon régime fasciste, on se demande qu'est-ce qu'on va faire de la jeunesse. Et donc on met en place un service à destination des jeunes. Et puis du coup on forme des cadres qui vont venir encadrer, dans leur nom, les jeunes. Et puis ces cadres-là, ces cadres de jeunesse, ils s'aperçoivent petit à petit qu'en fait le régime de Vichy va les instrumentaliser au service de sa politique, de son gouvernement. Et puis, alors il se passe plein d'événements, mais au final, ils quittent cette école de formation et ils rentrent majoritairement dans la résistance. Et un grand nombre d'entre eux seront ensuite les premiers instructeurs de la jeunesse. Oui, les premiers instructeurs de l'éducation populaire, de l'éducation populaire. C'est un corps de métier qui est créé au lendemain de la Libération. Il y a une petite administration qui se met en place qui s'appelle pas encore Jeunesse et Sport, qui bizarrement d'ailleurs porte l'énoncé éducation populaire à cette époque-là. Et l'idée, c'est de proposer à tous les publics des stages pour construire des objets culturels et politiques. Et alors pour ça, on va chercher des artistes, des metteurs en scène, des écrivains, des réalisateurs, des photographes. Et on va leur demander de quitter leur activité, leur métier, pour prendre en main ces stages. Et alors, il y a une grande dame de jeunesse et sport, une inspectrice principale de la jeunesse et des sports, Madame Bariolade, une grande militante de l'éducation populaire, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire de nos métiers, et qui nous dit, je cite, que ces stages destinés à tout public poursuivaient l'idée de développer l'éducation populaire dans le pays en vue de conduire un projet politique de formation de citoyens conscients, actifs et émancipés, appuyés sur une démarche pédagogique d'éducation populaire. Alors elle nous précise que ces stages vont perdurer un certain nombre d'années. Et puis je vous ai parlé tout à l'heure de l'aspiration par l'État des politiques d'éducation populaire. Des services se créent dans les régions avec des chefs de service qui vivent assez mal le fait que leurs agents, ils ne les voient jamais parce qu'ils sont dans des stages quelque part. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Donc petit à petit, on va demander à ces agents de venir dans des bureaux, derrière des ordinateurs, et de déployer des dispositifs. Et Denise Bariolade lance un petit cri d'alerte en disant il ne faut pas se perdre dans les évolutions actuelles du métier, qui attendent de plus en plus un travail de type administratif, si possible, donc derrière un ordinateur, sur un bureau, et à gérer quantitativement des dispositifs. Et elle nous précise que ce métier, construit depuis la Libération, autour d'une identité artistique et pédagogique, est orienté aujourd'hui contre la volonté d'une part importante de ses membres vers des fonctions d'administration générale. Et elle termine en nous disant que cette tendance n'a cessé de se renforcer jusqu'à nos jours. Et alors ce soir, on a quand même une petite pensée pour nos anciens collègues qui, eux, seront toujours dans ce bateau-là et puis subissent ce néolibéralisme qui vient dévoyer complètement leur métier. Et puis aussi pour tous les gens qui œuvrent pour l'éducation populaire dans des associations, dans des collectifs et qui subissent également ces dynamiques-là. Alors on se demande pourquoi finalement il y a encore un service public de l'éducation populaire puisqu'il n'y a absolument rien qui justifie sa présence. En fait, on se rend compte que finalement, il est là pour légitimer l'action de l'État. Il est là pour légitimer l'action de l'État parce que sous couvert d'émancipation, finalement, on fait de la mise au pas des publics et des agents aussi par la même occasion.
Sous couvert de développer l'esprit critique, en fait, on va apprendre au public à s'adapter à notre société de concurrence. Sous couvert de mettre en place du pouvoir d'agir, de le favoriser, en fait, on va de plus en plus agir d'une manière normée. Et sous couvert de promouvoir l'égalité, finalement, on va maintenir la paix sociale. Et de ce métier-là, nous, on ne veut plus. Et donc, on a essayé de changer les choses par l'intérieur. Bon, force est de constater qu'on s'est un peu épuisé. Et donc, on choisit de prendre une quatrième voie qu'on a appelée l'éducation populaire et politique. Voilà, et alors c'est Alexia Morvan, toujours, qui l'a défini dans sa thèse comme tout type d'éducation visant l'émancipation de groupes dominés par des pédagogies critiques, leur participation à la vie publique et la visée de transformation radicale de l'ordre social. Alors on est bien loin de ce qu'on vous a décrit de l'éducation populaire pendant cette dernière heure. Et nous, c'est dans cette voie-là qu'on a envie de s'inscrire dans une voie de transformation radicale de l'ordre social. Et puis, certains ont commencé déjà. Il y a des collectifs qui sont déjà sur ce chemin. Il y a des associations. Je crois qu'ici, on connaît assez bien cette quatrième voie de l'éducation populaire. Et puis, nous aussi, on a envie de s'inscrire là-dedans. Alors, on a décidé de quitter Jeunesse et Sport et puis de monter une coopérative d'éducation populaire et politique dans laquelle on espère pouvoir avoir assez de marge de manœuvre pour mettre en œuvre justement cette éducation populaire politique et travailler à la véritable émancipation, au véritable pouvoir d'agir des publics avec qui on travaillera. Alors pour se quitter, on vous propose un petit hommage ironique à Sarah El Haïry. On va chanter notre hymne, mais on ne va pas chanter une Marseillaise la main sur le cœur. On va plutôt hurler une Amarseillaise, le poing levé. Aux armes, camarades, relevez les barricades, la tyrannie, allons enfants de l'anarchie, aux armes, camarades. Honneur de gloire. Oui.